Donc j'ai fait un espèce de travail de toilettage, en fait, si vous voulez, où on va essayer de décortiquer dans ce discours ce qui peut être à peu près réaliste, et surtout on va étudier ce qu'ont voulu faire les hommes du 8e siècle. Pourquoi est-ce que le règne de Charlemagne se passe comme il s'est passé, et pourquoi justement ça n'est pas l'unité de l'Europe qui se construit, mais bien plus un retour à la romanité et une unification de la chrétienté. Et d'ailleurs, ça c'est quand même dingue, l'homme qui a tenu le discours le plus réaliste que j'ai trouvé sur Charlemagne, c'est Nicolas Sarkozy. J'étais ébahi. Parce que lorsqu'il remet le prix en 2008 à Angela Merkel, il dit, bien sûr, Charlemagne voulait beaucoup plus reconstruire l'Empire romain que faire l'unité de l'Europe. Et mais dis donc, il dit des choses pertinentes des fois. Alors, pour le coup, j'étais un peu choqué pendant 10 ou 15 secondes, et après je me suis dit, ah oui, mais ça c'est Henri Guénaud, ça. Oui. Ça, c'est Henri Guénaud qui lui a soufflé. C'est pas lui, hein, il n'y a pas pensé tout seul. Hein. Donc, d'abord, comment ça va s'organiser? On va d'abord faire une petite mise en contexte, c'est-à-dire, je vais vous présenter qui était Charlemagne, c'est-à-dire l'homme, hein, la personne physique. Après, on va parler un peu de géographie, c'est-à-dire, quel est l'espace, en fait, où s'organise l'Empire carolingien, ou on devrait même dire l'Empire carolien, en fait. Ensuite, un peu sémantique, on va voir comment est utilisé le mot Europe au 8e siècle, dans quel sens et à quelle fréquence. Et puis ensuite, on parlera, pour finir, cette espèce de mortier romano-impérial que construit Charlemagne. Alors d'abord, qui était Charlemagne ? Alors c'est important parce qu'en fait, pourquoi j'ai dit que c'était avant tout un empire carolien, c'est parce que c'est la personne de Charlemagne qui est l'empire, et l'empire c'est la personne de Charlemagne. D'ailleurs, vous le savez, s'il y a autant de déboires après sa mort, c'est justement parce que c'était lui qui tenait les rênes, et qui tenait en fait ensemble des parties aussi diverses et aussi distinctes. Bon, Charlemagne, premier problème, on ne sait pas quand il est né. Ça commence mal. Hein. Parce que, alors, il est très probable qu'il soit né en 741, mais il y a des historiens qui défendent 747. Bon, leur argument, c'est qu'il est impossible qu'un couple du 8e siècle n'ait pas eu d'enfant pendant 10 ans, parce que Carloman, son frère, est né en 51. Sauf qu'on ne sait pas quand est née Gisèle, sa sœur. Enfin, bon, bref. On va dire qu'il est né en 41, ce qui ferait de lui un homme de 73 ans en 814, ce qui est un beau score pour l'époque. Et c'est évidemment une bénédiction pour lui, parce qu'un règne aussi long, il devient roi en 768, à 27 ans, un règne aussi long, c'est évidemment une opportunité énorme de stabilisation. Et quand on veut faire un truc comme lui, effectivement, il faut avoir du temps. Ensuite, Charlemagne, il ressemble à quoi ? Alors, il ne ressemble pas du tout aux tableaux qui en sont faits à partir du XVe siècle, notamment celui d'Albrecht Dürer, qui est très connu. Bon, on ne sait pas grand-chose de son physique, hein, on ne va pas se mentir. On sait qu'il est très athlétique. On sait qu'il était très grand, puisque son corps a été exhumé encore en 1861, parce qu'il ne ressemble plus à rien, son cadavre. En 1861, pour justement étudier la dépouille, et donc il a été mesuré, il faisait au minimum 1m92, ce qui est très grand pour l'époque, et avec effectivement sa stature, il devait être très impressionnant, ce qui aide au 8e siècle, lorsque la force brute est aussi importante. Ensuite, le portrait moral est très difficile à tirer parce que, évidemment, son biographe, c'est Éginard, mais Éginard le présente comme un demi-dieu sur Terre. Et en plus, il va systématiquement piocher des différentes descriptions des empereurs romains, donc il a le choix, hein, et il va les mélanger, et puis tout ça, hop, ça fait le portrait de Charlemagne. Voilà. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est quelque chose que souligne Éginard, c'est qu'il aurait une voix faible. Ce qui aurait été un vrai problème pour lui dans les assemblées. C'est-à-dire qu'on ne l'entendait pas, quoi. Ce qui, évidemment, tranche avec sa stature. Bon, le portrait moral est difficile à tirer. Il avait une témérité certaine. Pour faire ce qu'il a fait, c'est indispensable. Une foi formelle et utilitariste. On sait même qu'il a triché pendant beaucoup de carême, en disant que ne pas manger, ça le rendait malade. Après, que dire si vous voulez, c'était un homme brutal. C'était un homme très paillard, puisque la maîtrise des émotions ne fait pas partie du curriculum vitae d'un homme du 8e siècle. Il pleure beaucoup, il rit beaucoup, il crie beaucoup, voilà, c'est un homme du 8e siècle. Bon, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Par contre, il avait
une forme un côté très pratique, très volonté de précision, volonté de clarté, qui lui a permis de beaucoup avancer dans son projet. C'est pas un génie, et surtout, il n'a pas les capacités intellectuelles d'un César ou d'un Napoléon Bonaparte, ça c'est sûr. Par contre, c'est un meneur d'hommes, courageux, et en fait extrêmement bien adapté à son temps et à ce qu'il voulait faire. Et c'est probablement pour ça que c'est devenu un roi modèle par la suite. Ensuite, l'Empire. Alors, pourquoi on va parler de géographie? Parce que c'est le principal argument des défenseurs de la construction européenne et des défenseurs du lien entre Charlemagne et la construction européenne. L'Empire de Charlemagne, c'est l'Europe des Six, en fait, à peu près. Et c'est vrai que c'est à peu près vrai. Alors, Paul-Henri Spaak, d'ailleurs, on va reprendre le petit Paul, qui en parle. Il dit « Cette ville, Aix-la-Chapelle, garde et chérit des souvenirs qu'elle est heureuse de partager avec votre pays, l'Allemagne. Charlemagne, fils de terre liégeoise, alors on ne sait pas où il est né, probablement effectivement du côté de la Belgique, non, parce que beaucoup de palais carolingiens sont dans le nord du pays, construisit et conserva d'ici, Aix-la-Chapelle, un empire comprenant toute l'Europe civilisée d'alors. » C'est sympa ça, dis donc. Non, parce que dans l'Europe civilisée d'alors, donc c'est-à-dire en fait c'est l'Europe latine, c'est ce qu'il nous explique, les Britanniques ils sont pas civilisés, les Espagnols non plus, les Portugais non plus, les Grecs, on va reparler des Grecs, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, et puis aussi c'est un gros crachat envoyé aux Slaves aussi, vous n'êtes pas civilisés. Mais bon, c'est pas grave. Alors un petit topo justement sur à quoi ressemble l'Empire. Qu'est-ce qui est dans l'Empire? Alors à l'époque, on parle beaucoup en termes romains, donc si vous lisez, par exemple Alcuin, il va vous dire dans l'Empire, il y a la Gaule, il y a l'Hispanie, il y a l'Italie, il y a la Germanie, il parle en romain, quoi. Mais du coup, on voit pas bien ce dont il veut parler, d'autant qu'il a aucune idée de la taille de l'Empire. Mathématiquement, je veux dire, en termes de distance. Alors, bon, vous vous souvenez sans doute de ça, Charlemagne est de dynastie royale récente. Puisque son père a renversé le dernier roi mérovingien, Childéric III, qu'il a fait tonsurer et qu'il a envoyé dans un monastère en Irlande. Voilà, comme ça c'est fait. Il ne reviendra pas faire chier, parce qu'il faut quand même la quitter, l'Irlande. Surtout quand t'es avec des moines irlandais. Et donc il aurait posé une question très célèbre, pas lui-même, mais il a envoyé une ambassade à Rome pour justifier son coup d'État. Vous voyez l'importance de la légitimation. Pour lui poser la question, est-ce que je peux renverser le roi s'il vous plaît? Enfin en gros c'est ça. Donc il envoie Bouchard et Foulrade, l'abbé de Saint-Denis, qui est aussi son mentor, puisque c'est lui qui l'a éduqué. C'est pour ça que l'idée de Charlemagne non éduqué, c'est faux, parce qu'on peut douter que son père, qui lui-même a été éduqué par un moine, n'ait pas fait éduquer son fils, surtout que Foulrade était encore en vie. Et donc il pose une question au pape, et je vais vous lire la réponse du pape, parce que je pense qu'elle est encore aujourd'hui à méditer. Le pape répond qu'il valait mieux appeler roi celui qui en avait la puissance plutôt que celui qui était dénué de pouvoir royal, pour que l'ordre ne fût pas troublé. Je vous laisserai méditer sur cette phrase qui est, à mon avis, intemporelle. Bon, Charlemagne deviendra en 768 avec son frère Carloman, qui va mourir en 771, à seulement 20 ans. Il est probable que Charlemagne l'ait fait assassiner. On n'en sait rien, mais c'est possible, parce que quand il est mort, il était à 10 bornes d'ici. Il vivait dans 2 palais différents, mais Charlemagne était à 10 bornes lorsque son frère est mort. Il a peut-être fait assassiner. Donc il hérite du royaume de son frère, donc ça veut dire que le royaume de Charlemagne en 771, c'est en gros la Frise au nord, donc les Pays-Bas, au sud les Pyrénées, à l'ouest toute la côte atlantique, et une partie de la Bretagne, en fait l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et l'est du Morbihan, le Vantais, à l'est les Alpes, enfin au sud-est, et à l'est une ligne floue qui suit le fleuve Weser en Allemagne, qui couvre une partie de l'actuel Bade, Württemberg, Bavière, contrôlée plus ou moins bien d'ailleurs. Enfin, l'est c'est vraiment un no man's land et c'est un lieu de conquête et de guerre. Et c'est évidemment le territoire d'origine des Francs, donc pour eux c'est important. Donc, bon, le cœur du royaume, c'est entre la Loire et le Rhin, c'est-à-dire Neustrie et Austrasie. C'est là où les Francs sont les plus forts, c'est là aussi où ils s'installent d'ailleurs. Ailleurs, dans le royaume, le pouvoir du roi est beaucoup plus diffus, voire même inexistant. Par exemple, chez les Basques, bon, ils sont théoriquement sous l'autorité nominale du roi, mais en fait, il n'a
de facto pas de pouvoir au Pays Basque. Et même d'ailleurs chez les Vascons, qui sont leurs voisins, parce que les Vascons ne sont pas les Basques. Les Vascons, c'est descendants d'un peuple qui vient d'Espagne, qui a migré au IVe siècle vers le nord, et c'est plutôt les ancêtres des Gascons, en fait, les Vascons. D'ailleurs, le mot vient de Vascon, bien sûr. Charlemagne, bien sûr, va passer sa vie à faire la guerre, assez peu pour des conquêtes en réalité, mais beaucoup plus pour les maintenir, ce qui va être le gros problème du règne. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Magnus, même si, attention, Magnus, on ne l'appelle Magnus qu'à la fin du IXe siècle, durant son règne, on n'appelle jamais Magnus, on l'appelle Charles, ou Karl, ou Carolus. D'ailleurs, les gens n'ont pas de nom de famille, donc ils n'ont qu'un prénom, ce qui est infernal dans les sources, parce que vous savez jamais qui c'est. Bon, pour Charlemagne ça va, mais sinon, les filles notamment, elles ont souvent les mêmes prénoms, Bertrade, Rotrud, Hildegarde, alors parfois c'est difficile de s'y retrouver. Donc Charlemagne conquiert l'Italie en 774, qui prend aux Lombards, il se fait d'ailleurs couronner roi des Lombards, Rex Longobardorum, comme on dit à l'époque. Il va mettre le pied dans l'enfer saxon, parce que ça va être le cauchemar du règne. Jamais il ne parvient vraiment à pacifier la Saxe. Donc c'est une guerre de 30 ans qui se lance. Alors, il ne la conquiert pas par cupidité, il la conquiert parce que les Saxons lancent des raids sur son propre territoire et qu'il en a marre. D'ailleurs Pépin le Bref lui-même avait déjà lancé une campagne en Saxe. Il va s'engager dans une unique campagne en Espagne, qui va mal finir d'ailleurs, vous le savez, ça a donné naissance à la célèbre chanson de Roncevaux. Et bon, il va aussi étendre un peu l'Empire dans les Alpes du côté de l'Autriche, puisqu'en fait il forme une marche pour protéger l'Autriche contre les mecs qui ont tendance à venir de l'Est, qui sont en l'occurrence à cette époque les Avars, un peuple turcophone, et il y en aura d'autres, des turcophones ou non turcophones d'ailleurs dans le coin, pour dire la Pannonie, comme on l'appelait à l'époque, parce que c'est comme ça que les Romains l'appelaient, qui va devenir la Hongrie, est vraiment la porte d'entrée vers les enfers pour les Francs. Donc ils veulent absolument que ce soit fermé. Alors, donc en fait, les conquêtes sont finies à partir de 790, donc presque 25 ans avant la mort du roi. Par contre, il va continuer à faire la guerre, bien sûr. Parce que Charlemagne a du mal à tenir son territoire, donc il va réorganiser ses États et confier un royaume à son fils Louis, qui devient roi d'Aquitaine, à son fils Pépin, qui devient roi d'Italie, et son premier fils Charles, qu'on appelle Charles le Jeune, étant ectoplasmique à ses côtés, eh bien il le garde avec lui. D'ailleurs, il lui empêche d'avoir une statue, parce que bon, c'est pas facile d'être le fils de Charlemagne, mais du coup, comme Charles est tout le temps à ses côtés, contrairement à Louis et Pépin qui peuvent s'émanciper, Charles est inexistant. D'ailleurs, il meurt à 40 ans, sans femme, sans enfant. Charlemagne ne l'a jamais fait marier. C'est un peu étrange. Et il est très peu cité dans les sources. On ne sait rien de lui. Donc, voilà le royaume de Charlemagne géographiquement. Alors en termes de population, ça fait quoi? Absolument aucune idée. Et d'ailleurs, Charlemagne non plus ne sait pas combien il a de sujets. Il ne les a pas fait tous compter. Et donc on estime à 15 à 20 millions d'habitants, ce qui donne une densité de population à peu près équivalente à la Lozère, en fait, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une assez bonne image de l'Europe de l'époque. La Lozère, c'est des montagnes et des forêts, c'est ça. Voilà. Surtout en Germanie, il y a d'immenses massifs forestiers, au grand plaisir de Charlemagne, qui aime la chasse. Alors attention, c'est pas une chasse de faibles. Parce que oui, il y a le sanglier, il y a le cerf, mais il n'y a pas que ça. Il y a des ours aussi, beaucoup d'ours. Et puis il n'y a pas que des ours, il y a des bisons, il y a des aurochs. D'ailleurs, Charlemagne se prend un gros coup de corne d'auroch en 804, il y survit, mais ça va lui donner l'idée de commencer à faire sa succession. Voilà à quoi ressemble l'Europe, c'est la Lozère en grand, quoi. Bon, ça devait être joli, mais à part ça, la vie était rude, comme les mœurs d'ailleurs. Il y a évidemment une relation consubstantielle entre Charlemagne et sa lignée et l'Empire. À tel point que les Francs, l'Empire et les Carolingiens, c'est la même chose. Et il y a une lettre entre l'empereur d'Orient, Basile Ier, et Louis II d'Italie, donc qui est le petit-fils de Louis le Pieux, donc l'arrière-petit-fils de Charlemagne, qui règne que sur l'Italie et la Provence à l'époque, et il est moqué par Basile Ier qui lui dit en fait, mais t'es rien, t'as le titre d'empereur, mais en fait t'es rien. Et il va lui répondre assez intelligemment que l'unité de l'Empire ne tient pas dans la personne de l'empereur, mais dans la lignée des Carolingiens. Et à partir du moment où tous les royaumes sont des royaumes carolingiens, en fait l'Empire est uni. Bon.
Ce qui est très différent avec l'Empire d'Orient, qui a peu tendance à se reposer sur une légitimité familiale, même si ça change à partir du Xe siècle. Mais c'est pas le sujet. Alors, l'Empire est-il uniforme, comme l'avait dit Monsieur Geoffrin? Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. L'Empire est extrêmement divers, sur le plan culturel comme linguistique. Et en fait, Charlemagne va essayer de fondre tout ça dans une identité mythique romano-chrétienne, en fait, une substance chrétienne et un vêtement romain qui, de toute façon, ne lui survivra pas. Puisqu'en réalité, l'identité de l'Empire, c'est lui, c'est sa personne. Et même dans la pratique du culte, il n'y a aucune comparaison possible entre les riches monastères de la vallée du Rhin, qui ont des grandes possessions, qui sont bien dotés, avec les églises évangélisatrices de Saxe, où tu peux te faire égorger ou pendre par les pieds à n'importe quel moment, qui sont d'ailleurs souvent des Irlandais qui y vont. Oui, ils sont extrêmement zélotes, les Irlandais. C'est pour ça qu'ils les aiment beaucoup, d'ailleurs, Charlemagne. Et d'ailleurs, l'idée de bloc religieux est complètement illusoire. Le meilleur exemple pour ça, c'est l'expédition d'Espagne. Au Moyen-Âge, on va présenter l'expédition d'Espagne comme une croisade. Charlemagne, c'est un roi chrétien qui va aller combattre les infidèles musulmans. Alors déjà, au 8e siècle, on ne parle pas d'infidèles musulmans, on les appelle les païens. Parce qu'en fait, on sait absolument rien des musulmans au 8e siècle. Mais rien, du tout. Quand Charlemagne enverra une ambassade menée par Isaïa, qui est un juif arabophone, c'est pour ça qu'il l'envoie, à Bagdad pour rencontrer Haroun al-Rachid, le calife abbasside, à son retour, on dit qu'Isaïa était voir le roi des Perses. Et que, le mot calife n'est d'ailleurs pas prononcé, il revient d'ailleurs avec un éléphant, qui s'appelle Aboul Abbas, un éléphant albinos, qui sera énormément aimé par la cour. Tous les chroniqueurs parlent de Aboul Abbas, tout le temps. On parle plus de l'éléphant de Charlemagne que de son fils. Voilà. Vraiment, tout le monde en parle, mais il faut imaginer à l'époque ce que ça devait être. Donc l'expédition d'Espagne, je disais. En fait, Charlemagne n'intervient que sur demande du gouverneur de Barcelone, Ibn Arabi, qui, comme son nom l'indique, n'est pas chrétien, qui envoie une ambassade. Ça devait être quelque chose. Il faut quand même imaginer une ambassade envoyée par un gouverneur d'origine bédouine, qui envoie une escorte à travers la Francie jusqu'en Saxe, parce qu'à ce moment-là, Charles est à Paderborn, il est en pleine campagne, donc il est en Saxe en train de tuer du Saxon, de les déporter, de les massacrer, de les faire violer, enfin bref, de couper la tête des enfants qui sont plus hautes que son épée, ça c'est vrai, c'est rapporté dans les sources, et donc il envoie une ambassade, et il lui demande en fait de venir l'aider, parce que Ibn Arabi s'est révolté contre son maître, Abd al-Rahman, qui est l'émir de Cordoue. Et il lui dit qu'il se soumettra à lui. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être indépendant. Donc s'il a un maître, un protecteur, qui est à 3000 bornes d'ici, et qui est de toute façon occupé à combattre les Saxons dans les forêts, il n'aura pas de quoi revenir souvent en Espagne. Donc il est plutôt tranquille. Donc vous voyez, c'est un chef musulman qui demande à Charlemagne d'intervenir. Il lui propose même d'être son serviteur. Et c'est pour ça que Charlemagne intervient en Espagne. Il se saisit de l'opportunité, tout simplement. Parce qu'il a l'opportunité de constituer un glacis défensif entre l'Ebre et les Pyrénées. Ce qui n'arrivera pas vraiment, puisque vous savez qu'il retourne piteusement en Francie, puisque d'ailleurs la Saxe s'est révoltée et qu'il n'arrive pas à prendre les villes. Il n'arrive pas à prendre les villes parce qu'elles sont trop fortifiées et que les Francs sont assez mauvais en guerre de siège. Et la plupart du temps, ils se contentent d'encercler et d'attendre qu'ils s'affament. Bon. Donc pas un bloc religieux non plus, pas vraiment en fait. Et ça va pas s'arranger, donc autant dire que l'idée d'Europe n'existe pas vraiment non plus. On va le voir maintenant. Bon, le mot Europe est ancien, très ancien. C'est un mot d'origine grecque, europé, qui vient du 5e siècle avant Jésus-Christ, probablement, peut-être dès la Grèce archaïque, donc encore plus ancienne. Alors, il désigne quelque chose d'assez flou. Pour les Grecs, Europée, c'est la bande de terre au nord de la Grèce, ou la Grèce continentale. Mais on ne sait pas trop en fait. Alors, dans les hymnes à Apollon, qui ont été écrits par Homère, le dieu, Apollon lui-même, le VIP quoi, parle d'Europe, il utilise le mot Europe puisqu'il dit qu'il va implanter son temple, c'est-à-dire Delphes, en Europe, puisqu'il est effectivement implanté en Grèce continentale.
Europe, c'est aussi un prénom féminin. Alors, dans la Théogonie d'Hésiode, c'est une des 3000 filles d'Océan et de Thétis. Oui, Océan et Thétis ont 3000 filles. 3000 fils aussi. Ah, ça chôme pas la nuit. Hein. C'est aussi la fille du roi Agénor. Vous savez, c'est cette femme qui a été séduite par Zeus, qui a couché avec la planète entière. Hein. Voilà l'origine du mot Europe. Alors après, les Romains n'utilisent pas du tout le mot Europe. César ne l'utilise jamais. Tacite l'emploie une fois dans toute son œuvre. Il y a Strabon, qui est un géographe, qui évidemment utilise Europe, mais il l'utilise parce que il l'utilise comme on va l'utiliser au 8e siècle. Vous allez voir, c'est que c'est ça, quoi. C'est le bout de terre qui est là, là où on est, c'est ça l'Europe, quoi. Et c'est uniquement ça. Et vous allez voir qu'au 8e siècle, c'est le sens que ça a gardé, un sens géographique. En plus, ça va bien sûr se répercuter dans les récits bibliques, avec les fils d'Abraham. Mais bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. Alors justement, au 8e siècle, on se remet à utiliser le mot Europe qui a disparu des sources entre le 5e et le 8e. Mais on l'utilise doucement. Preuve que c'est un mot nouveau en fait pour eux. Ou alors qu'on n'a pas eu suffisamment de sources qui utilisaient le mot, l'un ou l'autre. C'est quand même plus probablement la première option. Hein. Et donc ils l'utilisent au sens géographique du terme, je le disais. En fait, l'Europe c'est un théâtre. C'est le lieu où se construit le Regnum Francorum et après l'Empire. Dans quel texte on trouve ce mot? Alors, en fait, il faudrait même plus dire dans quel texte on ne trouve pas ce mot, parce que c'est plus courant. Par exemple, Alcuin, alors on va en reparler, parce que je vais faire un petit topo sur lui tout de suite. Alcuin, c'est le mentor de Charlemagne, c'est un moine de Northumbrie, donc un moine britannique, au sens de Britannia en romain, en latin, pardon. Et c'est l'ami et le mentor de Charlemagne. Il va beaucoup pleurer d'ailleurs à sa mort en 804. Il y a beaucoup de correspondances de Alcuin avec Charlemagne. Ils ont d'ailleurs un petit jeu. Ils s'appellent respectivement David. Donc Alcuin appelle Charlemagne David. Ça a une importance, on va le voir. Et Charlemagne l'appelle Albinus, c'est-à-dire en fait Hérode. Ils s'échangent comme ça des lettres. On a même une lettre d'Alcuin où il explique à Charlemagne qu'il a mal au dos. À quel point ils sont proches. Et d'ailleurs, il écrit 5 pages pour lui dire qu'il a mal au dos, parce que Alcuin étant un moine, il ne peut pas s'empêcher de citer la Bible. Donc, et c'est extrêmement lourd d'ailleurs dans les sources. Et Alcuin ne parle jamais de l'Europe. Par exemple, il lui dit, donc en 799, cette lettre a beaucoup d'importance parce que c'est probablement la lettre qui a décidé Charlemagne à prendre le titre d'empereur. Et Alcuin semblait vraiment vouloir qu'il le fasse. Alcuin lui écrit que la dignité royale lui fut réservée par notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, pour que vous gouverniez le peuple chrétien, pas le peuple européen, le peuple chrétien. De même, Éginard, qui est son biographe officiel, dont on a parlé tout à l'heure, qui est d'ailleurs l'élève d'Alcuin, va dresser un règne magnifié de Charlemagne et n'utilise jamais le mot Europe. Alors que les références à la romanité et à la chrétienté sont très abondantes. Très très abondantes. Quand Charlemagne félicite le pape Léon III de son élection en 794, on va reparler de Léon III parce que c'est drôle, il lui dit Charlemagne se présente comme le défenseur de l'Église de Jésus-Christ, du peuple chrétien et du Saint-Siège, pas de l'Europe. Jamais. En fait, on trouve, à l'époque de Charlemagne, parce que le mot est de plus en plus utilisé effectivement à partir du 9e siècle, mais après la mort de Charlemagne, on trouve que 3 occurrences. Alors, il y a une occurrence écrite par un obscur moine britannique qui présente Charlemagne comme le roi de l'Europe. Bon. Et ensuite, on a 2 autres sources un peu plus intéressantes, écrites par un illustre inconnu, on ne sait pas qui c'est, un texte de 799 qui en fait compte la venue du pape Léon III à Paderborn, c'est-à-dire pour voir Charles. On va en revenir sur cette question. Et effectivement, il utilise 2 fois le mot Europa en latin. Alors, à un moment pour qualifier Charlemagne de père de l'Europe, et un moment pour qualifier Charlemagne de sommet de l'Europe, ou de pic de l'Europe. Et vous voyez bien qu'il y a encore cette idée géographique. Voilà. L'Europe, c'est un lieu, avant toute chose.
Pareil, quand le roi Harald des Danois va se convertir, donc ça c'est sous le règne de Louis le Pieux, Charlemagne est mort, Louis accueille Harold parmi la communauté des croyants, parce que c'est son parrain d'ailleurs. Il l'accueille parmi la communauté des croyants, dans l'Empire, c'est un chrétien, mais absolument pas dans l'Europe. Jamais on en parle. Donc, puisque Charlemagne ne construit pas l'Europe, qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est ce dont on va traiter maintenant surtout. On va voir ça en 2 temps. D'abord, l'Empire carolingien mime l'Empire romain, et ensuite l'Empire carolingien, c'est l'Empire des chrétiens. Voilà. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.